Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est 14 heures passées, donc je vous propose qu'on démarre ce webinaire du jour. Je pense que tout le monde est encore en train de se connecter. On va tout de suite vous copier sur le chat, comme d'habitude, le lien de Slido, parce qu'on aura quelques questions pour briser la glace pour commencer cette petite session, n'est-ce pas? Comme c'est de coutume dans nos webinaires. Donc, bienvenue à toutes et à tous. J'en profite pour vous signaler, comme toujours, que ce webinaire est enregistré et que du coup, il sera disponible dès que nous aurons procédé aux opérations de post-production sur le site, la page de l'événement sur notre site internet horizoneurope.gouv.fr, ainsi que le support de présentation du jour. Voilà. Donc le sommaire, je ne m'y arrête pas, mais ça vous permet effectivement ensuite de naviguer plus facilement sur le support qui parfois peut être long. Un petit avertissement pour vous rappeler que le contenu de ces webinaires est fait par mes collègues et moi-même avec les informations que nous recevons de la Commission européenne et que voilà, ça ne remplace pas les différents règlements européens qui s'appliquent. Ce petit avertissement fait, je vous propose maintenant, du coup, pour l'introduction, on puisse démarrer donc avec, je crois d'abord, la présentation du webinaire. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est donc de vous expliquer quelle est la manière de gérer en fait vos projets, votre subvention européenne. Donc, c'est dans le cas de votre institution qui a décroché un financement Horizon Europe. Donc, vous êtes en phase de contractualisation, voire vous êtes déjà en phase de réalisation, si je puis dire, du projet. Il a déjà commencé. Et puis du coup, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que sont déclenchés les versements des soldes, des différentes tranches du projet, comment se passe ce qu'on appelle le reporting. C'est le mot qu'on utilise, désolé pour les anglicismes, pour votre projet. Donc, ça s'adresse à toute personne, que vous ayez un profil financier ou non, pour bien comprendre comment est-ce que les différentes opérations, d'une part, effectivement, de reporting, mais tout ce qui a trait aussi, effectivement, au versement du solde, enfin voilà, la gestion du projet au sens de la subvention, comment tout ça va se dérouler. Donc, on a défini des grands objectifs qui sont aussi, en fait, les grandes parties de la formation de ce webinaire de ce jour. Donc, effectivement, le reporting dont je vous parlais à l'instant, qui va se passer, ma collègue Cécile va vous l'expliquer tout à l'heure via le fameux portail européen qu'on vous présentera. Ça va aussi, du coup, aujourd'hui, se concentrer dans une partie dédiée au rapport périodique que vous allez devoir compléter et rendre à la Commission européenne en tant que bénéficiaire dans un projet Horizon Europe. Alors, les volets techniques et financiers, on va aussi vous présenter ça dans le détail. Ensuite, on vous parlera également des versements, donc de la subvention que j'évoquais à l'instant, et puis d'un mécanisme d'assurance mutuelle que ma collègue Irénée va vous expliquer. Puis on va aussi prendre un temps pour vous parler des avenants d'un contrat. Ça fait partie aussi voilà, des grands aspects de la gestion projet dans une dernière partie. Donc aujourd'hui, en fait, on ne va pas parler de tout ce qui est éligibilité des coûts, ni de la manière, en fait, dont on prépare des rapports, notamment financiers,
L'objet, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce que ça va se compléter sur le portail, etc. et les aspects de gestion de manière générale. Donc, si vous êtes intéressé par les règles d'éligibilité des coûts, sur la manière d'élaborer vos calculs de coûts de personnel, pour prendre cet exemple-là, on a fait déjà des webinaires dédiés à ces différents sujets, sur les coûts de personnel, sur les autres coûts vous pouvez déclarer. Et donc, je vous renvoie à ces différents webinaires et on vous les indiquera de toute façon dans les ressources plus tard à la toute fin du support. Voilà. On ne va pas du coup parler non plus de la contractualisation, c'est vraiment la gestion du projet là, dont il s'agit aujourd'hui. Encore une fois, on a fait un webinaire dédié à la contractualisation et on ne parlera pas non plus en détail de tout ce qui est revue, contrôle et audit, sachant que là-dessus, c'est un sujet en soi et on attend encore des précisions de la part de la Commission européenne. Donc, voilà un peu pour vous dresser le portrait du programme de cet après-midi, ce qu'on a prévu de vous présenter en détail et de ne pas vous présenter. Comme ça, voilà, c'est, j'espère, un peu plus clair. Donc, oui, je vous le disais, donc on a comme toujours dans nos webinaires, un Slido. Et aujourd'hui, donc, le code, c'est le code tout simplement projet. Et je vous invite du coup à aller sur Slido, à entrer ce code ou à directement cliquer sur le petit lien que ma collègue a ajouté dans le chat il y a 1 ou 2 minutes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et on va aller sur Slido donc, pour lancer les questions. La première question étant pour savoir voilà, qui êtes-vous, quelle est votre profession, votre fonction, savoir un peu qui est connecté aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter et puis du coup pouvoir répondre à la question. Donc, les premières réponses arrivent et je vois qu'il y a une majorité de chargés d'affaires Europe. Il y a aussi des managers de projet. Avec les différents intitulés de ces postes. Chargé de justification aussi, de gestionnaire financière. Alors, je vois des gens qui interviennent dans le chat, hein, mais sachez que voilà, j'en profite pour rappeler effectivement, on utilise l'outil Slido et que notamment plus tard, quand on lancera des questions, sachez que seules les questions qui sont posées via Slido seront répondues. Parce que parfois, avec le chat, ça peut être un peu compliqué à gérer, surtout s'il y a beaucoup de questions. Ok, ben, merci pour vos réponses. On a déjà eu près d'une 60aine de réponses. Voilà. La prochaine question, un peu plus dans le vif du sujet, c'est de savoir si vous gérez un ou plusieurs projets Horizon Europe actuellement. Alors, dans les questions, vous les voyez, donc c'est savoir voilà, si oui, vous voulez en gérer, si vous allez en gérer bientôt parce que votre projet est en contractualisation et donc devrait aboutir très bientôt à une signature. Si c'est encore un plus hypothétique, donc croisez les doigts pour que ce soit le cas, ou si ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça peut toujours arriver. Voilà, donc sans grande surprise pour ceux, voilà, vous êtes 60aine à avoir répondu. Je vois que maintenant vous êtes rapide parce que la plupart devez être connectés. Hein, n'hésitez pas à aller vous connecter. C'est toujours intéressant d'avoir vos réponses. Donc, à 70%, vous êtes effectivement en train de gérer un projet Horizon Europe dans votre structure. Explique effectivement la raison de votre connexion aujourd'hui pour en savoir plus. Prochaine petite question. Est-ce que vous intervenez donc sur le portail européen pour gérer un ou plusieurs de ces projets Horizon Europe? Voilà, donc vous voyez, donc il y a différentes questions. Oui, vous le faites pour le rapport périodique, hein. Vous le faites pour
le rapportage en continu, ce qu'on appelle, ce que la CEO appelle le continuous reporting. Ou alors non, vous mettez, vous n'êtes pas impliqué dans le portail directement. Donc je vois qu'il y a, alors maintenant la majorité, presque tout le monde qui est connecté à Slido a répondu. Donc une majorité d'entre vous, vous y allez pour vous occuper du rapport périodique. Hein, mais il y a quand même aussi plus d'un tiers, même, oui, petite quarantaine de pourcents qui en fait ne va pas dans le portail. Et puis une minorité qui va principalement pour le continuous reporting. Ok, intéressant. Donc vous êtes quand même 40% à ne pas aller sur le portail. Vous voyez, j'aurais pas parié qu'il y aurait autant de monde, mais voilà, c'est pour ça c'est toujours intéressant de poser ces petites questions un peu, savoir quelle est votre connaissance et vos usages. Ok, ben merci du coup pour ces retours. Du coup, ça c'est peut-être un rappel, hein, mais si vous êtes nouveau, donc sachez que nous sommes 5 à représenter en fait le PCN juridique et financier, donc 5 PCN juridiques et financières, si je peux dire ça comme ça, voilà. Donc ça me permet de vous présenter mes différentes collègues. Si je commence par la fin pour changer, donc nous avons Cécile Barra, Lucie Vaucel, Irénée Créta, Ingrid Decky et moi-même, Fanny Schulz. Voilà, donc qui vont toutes intervenir à la suite, les unes après les autres. Voilà, cet après-midi. Alors, ceci étant dit, aussi peut-être juste un tout petit rappel pour vous indiquer donc que notre mission, hein, c'est principalement de vous informer, vous former sur donc, les conditions de participation Horizon Europe, mais aussi sur H2020, puisqu'il y a toujours des projets H2020 en cours et on fait, alors là, novembre certainement, on fera une session d'information, j'en profite pour le dire, sur H2020. Et puis qu'on tient notamment, pour vous accompagner, vous aider au mieux sur ces règles de participation, il tient une hotline et on vous répond par mail ou par téléphone. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà le lien notamment vers notre page dédiée sur le portail français que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, un petit trombisoscope aussi, si vous voulez nous contacter. Je le sais pour le portail. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sans plus attendre. Et donc, je passe la parole à ma collègue Cécile Barra pour vous parler du reporting en continu. Merci Fanny pour le passage de relais. Je vais prendre la main sur la présentation si ça vous Avec tente. plaisir. Je vais afficher la mienne. Vas-y, fais ça. Ouais, tu as pas mal de slides en plus, donc je pense que ça va être plus pratique. Le temps que ça se passe. Alors, on voit ton écran. Je vais basculer en présentation. Et voilà, super. Parfait. C'est parfait. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement, comme Fanny vous l'a dit, présenter cette première partie qui concerne donc le reporting en continu ou le continuous reporting, comme il est dénommé sur le portail du participant. Un petit rappel à titre préliminaire, si vous avez eu la chance d'avoir un projet retenu, un projet contractualisé, vous savez très certainement que toutes les actions relatives au projet et les interactions avec le financeur se passent au travers du portail du participant et tout cela est dématérialisé. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient, qui avaient eu des projets H2020, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de... Il y a quelques nouveautés, mais dans la continuité du discours de la Commission, il n'y a pas de révolution non plus sur le portail du participant.
Donc, si vous avez eu la chance d'avoir un projet Horizon Europe contractualisé, vous allez avoir des actions à effectuer pendant toute la durée de vie du projet et même au-delà sur le portail du participant. Et il y a 2 modules qui sont ouverts pour les projets qui démarrent. Le premier module, donc, qui est le module de Continuous Reporting, qui s'ouvre dès le premier jour du projet, de mise en œuvre du projet, et les modules de rapport périodique qui seront ouverts en suivant le rythme de remise des rapports périodiques qui est défini dans la convention de subvention. Le module de rapport périodique vous sera présenté tout à l'heure par ma collègue Lucie. Donc, comme je vous le disais, le reporting en continu ou continuous reporting, les règles qui concernent le continuous reporting sont dans l'article 21.1 de la convention de subvention. Et il est attendu des bénéficiaires, pendant toute la durée de vie du projet, des mises à jour sur l'état d'avancement du projet. Le module de Continuous Reporting, il est ouvert dès le jour du démarrage du projet et tous les bénéficiaires reçoivent une notification automatique qui est générée par le portail. Donc, au jour du démarrage, le portail génère une notification à l'attention de tous les bénéficiaires. Pour rappel, seuls les bénéficiaires ont accès au portail. Par conséquent, si un partenaire associé ou une partie tierce est en charge typiquement de délivrables, il ne pourra pas les déposer lui-même. Ça veut dire que l'action doit être faite soit par un bénéficiaire, si un partenaire associé est associé à un bénéficiaire, soit par le coordinateur lui-même. Les milestones et les délivrables du projet doivent être soumis dans toute la mesure, dans le respect du calendrier du projet. Le calendrier du projet, il a été saisi sur le portail du participant au moment de la contractualisation et ce calendrier-là doit être respecté. Tous les bénéficiaires peuvent déposer des livrables, mais seul le coordinateur peut les soumettre. Les bénéficiaires n'ont pas le droit sur le portail de soumettre les délivrables. Le module de reporting en continu permet de suivre un certain nombre de sujets, des sujets horizontaux tels que les publications, la dissémination, les brevets, mais également des indicateurs politiques qui sont spécifiques au type d'action. Et par rapport à ce que l'on connaissait sous Horizon 2020, il y a beaucoup plus de tables avec des indicateurs à compléter dans le module de reporting en continu. Et dernier point, toutes les informations qui sont remplies au fil de l'eau, puisque l'objectif c'est vraiment de remplir ce module-là, de l'alimenter au fil de l'eau, vont automatiquement alimenter la partie A de la partie technique des rapports périodiques. Ce que ça veut dire, c'est que cela fait gagner du temps sur les rapports périodiques de compléter le continuous reporting vraiment au fil de l'eau. On va aller maintenant un petit peu plus dans le détail des différents écrans de ce module. Il y en a beaucoup et on va essayer de les regarder, pas tous, mais quasiment tous. Le tout premier concerne le Project Summary. Donc, il est demandé la mise à jour du Project Summary. Quelques informations là-dessus. Tout ce qui est saisi et tous les champs qui sont obligatoires sur cet écran-là est publié
directement sur Cordis. Donc, cette partie-là, il convient de bien veiller à ne pas y mettre de données personnelles ou de données confidentielles parce que, cela sera publié de manière automatique, sur Cordis et donc très largement, diffusé. Il est également demandé de, compléter les parties, dans un format qui est à la fois, facile à lire et largement compréhensible et il est également recommandé, très fortement recommandé, d'ajouter des images. Heu, 2e table, c'est la table des chercheurs. La table des chercheurs, c'est, la table qui identifie les chercheurs qui ont été, initialement déclarés au moment du dépôt du projet, pour lesquels leur participation a été confirmée lors de la préparation des grandes data, mais ce n'est pas une table qui est figée parce que pendant la durée du projet, il y aura des recrutements de chercheurs, des membres d'équipe qui intègrent le projet et en continu, il faut mettre à jour, cette table en déclarant les chercheurs qui intègrent le projet en cours de vie. Pour rappel, seuls les chercheurs doivent figurer dans cette table et la définition de ce que la commission veut voir, en tant que chercheur correspond au, fameux manuel de Frascati. Vous pouvez vous y référer pour savoir si tel ou tel personnel, peut être considéré comme chercheur au regard de ce qui est attendu là. Heu et les bénéficiaires, ne sont pas supposés retirer des chercheurs de cette table. En cours de projet, un chercheur peut arrêter de travailler sur le projet et à ce moment-là, il faudra, heu, ben, remplir, la durée du contrat, mais vous n'êtes pas supposé, supprimer des chercheurs. Ces tables-là ont toujours une vocation statistique pour la commission et elle souhaite suivre au travers de ces tables, le parcours et les carrières des chercheurs. Hem, la mise à jour des livrables. Alors la mise à jour des livrables, heu, normalement au moment de la contractualisation, vous avez encodé tous les livrables qui sont dus pendant la durée du projet. Il est recommandé, bien sûr, de respecter le calendrier prévu pour la fourniture des livrables. Et s'il y a du retard qui est prévu, que vous pouvez anticiper, euh, il faut le signaler et vous pouvez le signaler au travers du portail du participant en utilisant la bulle de dialogue qui est en face de chacun des délivrables. Attention, au niveau de diffusion des délivrables. Toujours pareil, au moment de la contractualisation, vous avez pour chacun, des délivrables défini un niveau, de divulgation et de la même manière que pour le project summary, tous les délivrables qui sont, acceptés par l'autorité d'octroi et qui sont, mentionnés dans la table comme étant publics, sont intégralement publiés sur Cordis. Le contenu est publié. Donc pour les délivrables qui sont mentionnés comme publics, il convient de la même manière de ne pas mettre de données personnelles et ou de données confidentielles. Voilà pour la table des livrables. La mise à jour des milestones. Mmh, de la même manière que pour les délivrables, vous les avez encodés, au moment de la préparation de la convention de subvention. Vous avez également défini un calendrier de fourniture, un calendrier de rendu pour ces milestones et il est recommandé de respecter le calendrier qui est prévu. Heu,
Pour les milestones, vous avez la possibilité de mettre à jour la date de soumission en mettant la date réelle par rapport à celle qui était, prévue initialement, et vous avez la possibilité, d'ajouter des commentaires aussi, sur l'atteinte des milestones, puisqu'on n'est pas sur la même nature que pour les délivrables. Autre élément du continuous reporting, c'est le suivi du plan de gestion des risques. La gestion des risques et le plan de gestion des risques fait partie de la gestion du projet. Au moment du dépôt du projet et au moment de la contractualisation, vous avez identifié un certain nombre de risques potentiels dans la mise en œuvre du projet, et ils ont également été encodés sur le portail du participant. Dans le module de Continuous Reporting, vous devez expliquer la manière dont vous gérez les risques. Est-ce que certains risques se sont avérés ou pas? Et expliquer la manière dont vous les gérez. Et il y a en outre sur cet écran-là la possibilité d'ajouter, si c'est nécessaire, un risque que vous n'auriez pas identifié. Heu, Quelque chose qui était, non prévu et non prévisible au moment du dépôt du projet et au moment de la contractualisation. Heu, voilà, je vais passer à l'écran suivant. La table des publications. La table des publications, est une table qu'il convient également de mettre à jour de manière continue. Et la mise à jour de cette table-là fait gagner un temps considérable sur le periodic report. Heu, alors il faut savoir que, le portail du participant va aller récupérer, toutes les publications qui sont déposées sur OpenAir et va les proposer, heu, comme étant des publications, relatives au projet. Bien évidemment, il convient de vérifier qu'elles sont bien en lien avec le projet, et si elles ne le sont pas, il faudra les supprimer. Il faudra, ajouter dans la table des publications uniquement celles qui sont en lien avec le projet. Heu, les questions qui sont posées pour chacune des publications sont en lien direct avec les obligations relatives à l'open science et les obligations qui découlent de la convention de subvention. Et pour chacune des publications, vous aurez en outre à préciser si vous déclarez des coûts de publication pour cette publication spécifique. Et pour rappel, dans Horizon Europe, seuls sont éligibles les coûts de publication qui garantissent un accès immédiat aux publications. Donc, si vous chargez des coûts de publication, il faudra vérifier, et bien évidemment, que cette publication garantit bien un accès immédiat. La table des résultats, table suivante, la table des résultats qui est également à mettre à jour en continu. Euh, Donc par défaut, aucun résultat. On n'est pas du tout dans la même logique que, sur les livrables ou les milestones. Là, c'est bien à vous de nourrir, cet écran-là au fur et à mesure, de l'obtention des résultats. Et quand, la commission parle de résultats dans cette table, on parle de choses qui sont, très larges, puisque, le menu déroulant propose des choses, assez diverses, puisqu'on peut y trouver, des modèles, on peut y trouver des produits, du service, des process, des business models, des méthodes.
On peut également y trouver des recommandations politiques, des événements, et on pourra même y trouver des échanges de personnel qui peuvent être considérés comme un résultat du projet. La notion de résultat est beaucoup plus large que la notion que l'on y attache souvent, qui est plus en lien avec les sujets de propriété intellectuelle. La table sur les activités de diffusion, diffusion et dissémination. De la même manière que pour les publications, il faut ajouter toutes les actions de dissémination, et le module de continuous reporting fait différence claire, puisqu'il y a 2 tables différentes, entre les activités de dissémination et les activités de communication. La différence majeure, étant au niveau de l'audience qui est ciblée. Et donc, il convient pour chacune des activités de dissémination de remplir tous les champs de la même manière que pour les autres tables. Pour les activités de communication, bien la table se remplit à l'identique que des activités de dissémination. C'est la nature de l'activité et le public qui sont différents. Une table qui est assez nouvelle dans Horizon Europe, qui est la table Impact. Elle fait également partie du continuous reporting. Et dans la table Impact, il va y avoir 3 grands chapitres à compléter. Le premier concerne la mise à jour du niveau de TRL. Le niveau de TRL a été annoncé dans la proposition, à la fois celui du départ du projet, celui que l'on vise à la fin du projet, et en continuous reporting, il faut mettre à jour le niveau de TRL et l'avancement de ce niveau de TRL. Le deuxième chapitre concerne la mise à jour des objectifs de développement durable. Et pour chacun des objectifs, pour chacun des éléments, il va falloir dire si cela est pertinent, est-ce totalement pertinent ou non pertinent, en fonction bien évidemment des objectifs du projet et du contenu du projet. Et le troisième chapitre concerne la mise à jour des éléments relatifs à l'engagement citoyen dans le projet. Voilà pour les tables les plus importantes. Il en existe d'autres. Il existe une table standard si votre projet est concerné par des sujets de standardisation. La table sur les brevets qu'il convient de compléter également s'il y a des brevets qui sont issus du projet. Et deux dernières tables, la table Impact Continuation, où là également il y a beaucoup d'indicateurs transversaux à compléter. Et pour terminer, une table autres résultats qui devra être complétée si nécessaire. Et c'est dans la table autres résultats que l'on peut faire apparaître si le projet a permis de produire des prototypes. Donc toutes les tables doivent être remplies si cela est nécessaire, et en fonction de l'avancement du projet et en fonction des objectifs du projet. Et lors de la remise du rapport final, il faudra en outre compléter une table supplémentaire qui est la Research Ownership List. Et cette table supplémentaire
a pour objectif d'identifier les propriétaires des résultats du projet. Et cette table, sera très contraignante puisque si elle n'est pas remplie, le rapport final ne pourra pas être soumis. Donc ça sera bloquant pour la soumission du rapport final. J'en ai terminé avec, le continuous reporting et je vais passer la parole à ma collègue Lucie pour les rapports périodiques. Lucie, est-ce que tu veux que je garde la main sur la présentation ou est-ce que tu prends le... Volontiers. Non, Oui, merci Cécile. Je ok, prends le relais, mais ça m'arrange tout à fait que tu ok, continues à parfait. présenter. Je te ferai un petit go pour passer Ça les slides marche, si besoin, mais merci beaucoup. ça Bonjour à toutes marche. et à tous. Je vais vous parler donc pour ma part des rapports périodiques. Vous allez voir, c'est très simple, c'est dans la continuité de ce qui est demandé dans le cadre des rapports du reporting continu qui a été présenté par ma collègue Cécile. Donc les rapports périodiques sont établis, doivent être rendus en fonction des périodes de reporting qui sont établies et définies, comme Cécile vous l'a dit tout à l'heure, dans le contrat de subvention. Et tout particulièrement, vous avez vraiment un élément de ce qu'on appelle la data sheet, la fiche de données de la convention de subvention qui indique très précisément les périodes de reporting et le nombre de périodes de reporting de votre projet. En tant que bénéficiaire, vous allez recevoir une notification automatique du portail vous invitant à préparer le rapport périodique lorsque la période est terminée. Chaque rapport périodique va être composé de de grandes parties, je dirais. Une partie technique sur l'état d'avancement et de la mise en œuvre de l'action, les progrès atteints, les avancées du projet, etc. La mise en œuvre de votre projet, ce qui se passe, ce que vous avez fait, ce qui reste à faire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis la partie financière qui va inclure plusieurs éléments qui va inclure plusieurs éléments sur lesquels je m'attarderai tout à l'heure. Et en cas de demande de préfinancement complémentaire, vous devez fournir un état de l'utilisation du préfinancement initial. Ça, c'est très spécifique. En cas de demande du paiement intermédiaire ou du solde, vous devez fournir de toute façon un état financier, ce qu'on appelle le financial statement, qui est établi par bénéficiaire et par partie, et je dirais par entité affiliée, ce qu'on a anciennement partie tierce liée. Et tous ces financial statements vont être consolidés par le coordinateur. S'ajoute à cela, en plus de l'état financier, vous allez devoir fournir un rapport sur l'utilisation des ressources. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure aussi. Et en fin de projet, uniquement en fin de projet, si c'est une obligation pour vous, dans le cadre de votre projet, vous devez fournir un certificat relatif aux états financiers, ce qu'on appelle Certificate on Financial Statements. J'y reviendrai aussi un tout petit peu plus tard. Je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît, Cécile. Ces rapports périodiques doivent être fournis dans les 60 jours qui suivent la date de fin de la période de rapport. Donc ça, c'est 60 jours, c'est à peu près 2 mois. Donc c'est le délai au-delà duquel vous ne pouvez pas aller et qui vous contraint à rendre vos rapports, votre rapport périodique, donc que ça soit à la fois pour la partie technique et la partie financière. Tous les bénéficiaires doivent compléter leur partie financière. Et évidemment, si vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, une entité affiliée qui vous est liée, vous devez aussi vous assurer que l'entité affiliée va déclarer ses coûts et faire sa déclaration financière sur le portail. Vous devez aussi déclarer les contributions en nature si cela s'applique à votre projet. Et enfin, lorsque ces parties financières sont prêtes, pour vous, votre entité affiliée, la partie tierce qui vous met à disposition des ressources, vous devez soumettre cette partie financière au coordinateur qui, lui, a un droit de regard sur ce que vous déclarez, évidemment, qui peut approuver ou demander des informations complémentaires. Pour la partie technique, tous les bénéficiaires peuvent y contribuer, puisque, évidemment, c'est un travail collaboratif. La mise en œuvre du projet se fait de manière collective. Et donc, selon la méthodologie et le mot d'ordre du coordinateur, vous allez aussi pouvoir compléter cette partie technique dont le modèle est disponible sur le portail. Le coordinateur, lui, lorsqu'il a tout reçu de ses partenaires, va soumettre le rapport périodique
donc toujours la partie technique ainsi que la partie financière, à la Commission européenne, qui, de son côté, pourra l'accepter ou demander des informations supplémentaires, des demandes d'informations complémentaires qui vont donner lieu, même qui peuvent donner lieu, à l'envoi d'une lettre suspendant le paiement. Et le coordinateur, ainsi que derrière lui, évidemment, tout le reste de ses partenaires, le reste du consortium, doivent répondre à la Commission européenne et souvent dans des délais des délais fixés. Voilà, tout passe par, de toute façon, il faut bien avoir en tête que tout passe par le coordinateur qui fait le lien entre la Commission européenne et ses partenaires. Dans le cas où, et s'il y a eu échange, car il y a eu des questionnements de la Commission européenne, lorsque le rapport périodique est accepté, la Commission européenne va procéder au paiement intermédiaire sur la base des dépenses acceptées, enfin validées et acceptées par la Commission européenne. Vous avez sur la diapositive suivante, de manière, je dirais, résumée, la composition d'un rapport périodique. Mais je vous en ai déjà parlé, on a une partie technique, une partie financière. La partie technique, elle va inclure 2 sous-parties, une partie A et une partie B. Une partie A qui va finalement reprendre les informations qui ont été enregistrées dans le cadre du reporting continu qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, on retrouvera dans cette partie A le résumé du projet, les livrables, les milestones, les risques, des réponses aux questionnaires sur l'impact, tout ce que, en grande partie, tout ce qui a été présenté finalement par ma collègue Cécile, ça se retrouvera dans la partie A et de la partie technique du rapport périodique. Ensuite, cette partie technique a aussi une partie B qui, elle, est narrative. Et c'est à son sujet que je disais que finalement, les partenaires sont aussi amenés à y contribuer, peuvent récupérer le modèle de ce rapport périodique qui est disponible sur le portail et qui va être finalement un document commun, tout comme la proposition l'était au moment du montage du projet. Ce document commun, la partie B de narrative du rapport périodique, va être un travail conjoint et des explications qui vont être développées par les partenaires et ensemble quant aux avancées du projet. Évidemment, il s'agit aussi dans cette partie-là de donner des explications sur les déviations du projet, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et ce qui a fait que vous avez dévié finalement de la proposition de projet telle qu'elle apparaît dans l'annexe technique de la convention de subvention. Je vous rappelle, hein, l'annexe technique de la convention de subvention, c'est en grosse partie la proposition de projet qui a été déposée et qui constitue l'annexe 1 de la convention de subvention. À côté de cette partie technique, ou en parallèle, je dirais, vous avez la partie financière du rapport périodique qui comprend, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, hein, je répète pour que vous reteniez bien tout cela, vous avez les états financiers individuels et consolidés, vous avez des explications sur l'utilisation des ressources, des informations sur la sous-traitance ou les sous-contrats et les contributions en nature des parties tierces qui sont à déclarer, à donner. Et puis, vous avez, si cela s'applique pour votre projet, un certificat sur les états financiers à charger au format PDF sur la plateforme, et ce uniquement si ça s'applique pour vous, c'est-à-dire que si le seuil de 430 000 euros au titre des coûts directs et indirects demandés au titre des remboursements à la Commission européenne est atteint. Si vous êtes en deçà, il n'y a pas de certificat sur les états financiers à fournir. Voilà, il faut savoir que donc le rapport est généré automatiquement sur la base des informations saisies via le module de reporting périodique. Diapositive suivante, vous allez voir un petit peu, je vais entrer dans le détail de la partie B, la partie technique, de la partie technique du rapport périodique, et ensuite je verrai la partie financière. Donc, je vous l'ai dit, hein, donc là, vous avez une petite copie écran de ce qui apparaît sur le module, le périodique reporting sur le portail. Vous avez effectivement là ce qui est entouré. Vous voyez que vous avez la possibilité de récupérer le modèle de rapport périodique. Donc, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous devez fournir l'explication du travail mené ainsi que les avancées du projet, donc explication par Work Package, avancement du projet au regard de l'impact, la mise à jour du plan d'exploitation et de diffusion, tout ça à travers les différentes rubriques du modèle, hein, évidemment. Vous devez décrire les pratiques, au titre du consortium, au nom du consortium de sciences ouvertes et des mesures relatives à la reproductibilité des résultats. Comme je vous le disais, toute déviation ou tout changement par rapport au descriptif de l'action, donc l'annexe 1 de la convention de subvention, doit être justifié.
Vous incluez aussi une partie, vous ajoutez à cela une partie décrivant l'utilisation des ressources, l'utilisation des personnes mois, les transferts entre catégories de coûts et tous les éléments imprévus. Des choses qui n'étaient pas dans le contrat au départ, que vous n'aviez pas prévues, mais qui sont finalement nécessaires. Et enfin, vous avez, quand il s'agit du second ou du dernier rapport périodique, du rapport final par exemple, vous avez la possibilité d'ajouter de prendre en compte les recommandations et les commentaires éventuels issus des rapports périodiques précédents. Donc voilà, pour assurer un suivi entre les rapports périodiques. Concernant le rapport financier, la partie financière, pardon, du rapport périodique, vous devez, ça va de soi de le dire, hein, mais vous devez déclarer les coûts directs encourus par catégorie de dépenses pendant la période de reporting qui vous concerne. Donc, c'est à compléter, comme je vous le disais, par chaque bénéficiaire. Chaque bénéficiaire qui a la main sur le portail. Alors là aussi, petit point de vigilance, hein, attention aux droits d'accès sur le portail, aux différents rôles que vous pouvez avoir sur le portail. Évidemment, pour avoir la possibilité de compléter un rapport financier sur le portail, il faut avoir un accès en écriture, c'est-à-dire avoir le rôle de participant de contact sur le portail. Si vous n'êtes que team member, vous ne pourrez pas avoir accès, car vous n'avez accès qu'en consultation. C'est le même principe et voilà, chaque bénéficiaire va également compléter les informations pour ses entités affiliées. N'oubliez pas effectivement aussi de bien vous assurer, normalement c'est fait au moment de la contractualisation, mais vous devez bien avoir un F-sign, c'est-à-dire un Financial Signatory, qui va avoir la possibilité, dont c'est le rôle de signer le rapport financier qui sera soumis au coordinateur, puisque le rapport financier doit bien être signé, signé par le Financial Signatory avant d'être transmis au coordinateur via la plateforme. Voilà, pour la diapositive suivante, vous allez voir justement de quoi a l'air un rapport, la partie financière du rapport périodique. Alors, c'est un petit peu petit peut-être, mais vous voyez les différentes catégories de dépenses sur la partie gauche et ensuite vous voyez les différents volets à compléter sur la partie droite. Si on va sur la diapositive suivante, vous avez un petit peu plus d'explications. Et je m'attarderai juste vraiment sur cette partie droite que vous avez à compléter. Vous avez effectivement 2 champs que vous devez compléter, 2 types de champs à compléter. Évidemment, après analyse de votre part, hein, de l'éligibilité des coûts et des calculs de personnel et de l'évaluation des personnes mois, du calcul des personnes mois, vous avez à la fois des champs éditables, donc c'est les petits rectangles que vous voyiez tout à l'heure sur la diapositive précédente, des petits rectangles et des champs qui sont directement éditables. Et vous avez d'autre part ce qu'on appelle une rubrique utilisation des ressources, use of resources, qui va vous permettre de donner, enfin qui va vous contraindre finalement à donner davantage d'explications sur les coûts de personnel et les coûts d'achat. Vous avez aussi, pour les catégories de coûts de sous-contrat et autres catégories de coûts, l'obligation de compléter cette rubrique Use of Resources. Vous donnerez le détail et le montant total apparaîtra dans la catégorie correspondante. C'est-à-dire que la plateforme vous contraint de toute façon à donner plus de détails. Vous avez en effet une diapositive sur l'explication des ressources, donc Use of Resources, sur la diapositive suivante, qui vous montre effectivement ce qui apparaît et là où vous devez donner davantage d'explications. Donc là, vous avez justement les personnes mois à compléter. Voilà, l'outil est, je dirais, quand même assez intuitif et vous permet, en cliquant sur les éléments cliquables de donner davantage d'explications. Voilà, sur la diapositive suivante, vous avez effectivement le cas des missions en fait et des travel and subsistence qui est mis en avant, mais le même type de rubrique, le même type d'encart apparaît pour les déclarations de coûts sur l'équipement, relatives à l'équipement et relatives aux autres biens, travaux ou services. Petit rappel à avoir en tête, de la même manière que c'était une règle qui s'appliquait au moment du montage de votre projet, si la somme de ces coûts d'achat, donc voyage et subsistance, frais de mission, équipement et autres biens, travaux et services, si la somme de tous ces coûts d'achat représente plus de 15% des coûts de personnel,
alors la plateforme vous contraint à donner plus d'explications via cette rubrique, cette fenêtre pop-up de l'utilisation des ressources. Vous devez donner alors plus de détails sur les coûts qui ont été encourus. Voilà. Donc, on vous renvoie évidemment aux règles d'éligibilité des dépenses qui sont décrites à l'article 6.1 de la Convention de subvention, ainsi que les différentes catégories de coûts qui sont aussi décrites à l'article 6, enfin 6.2 plus précisément, de la Convention de subvention. Voilà. Sur la diapositive suivante, vous avez effectivement un screenshot, excusez-moi pour les anglicismes, une copie écran complète du Financial Statement, donc de cette déclaration financière qui inclut évidemment des calculs aussi automatiques comme les coûts indirects, avec la contribution maximale de la Commission européenne qui est aussi automatiquement calculée en fonction des coûts que vous avez déclarés dans chaque catégorie et du calcul automatique des coûts indirects. En revanche, vous avez la main sur le Requested EU Contribution, donc sur la contribution financière que vous demandez à la Commission européenne, voilà, en fonction de votre cas de figure. Voilà, vous avez dans la rubrique revenus les revenus générés par l'action. Et puis, effectivement, c'est à cet endroit-là que vous aurez la possibilité de charger le certificat sur les états financiers, ce fameux rapport d'audit, CFS dans le jargon, qui devra être chargé et fourni si le seuil de ce que vous déclarez, si le montant de ce que vous déclarez à la Commission européenne est supérieur ou égal à 430 000 €. Une fois que tout ceci est effectué, vous pouvez le signer votre rapport financier et le soumettre au coordinateur directement. Et il sera donc transmis automatiquement au coordinateur qui, lui, le vérifiera et vous demandera ou non des explications. Il peut y avoir parfois un aller-retour avec le coordinateur pour faire des modifications. C'est quelque chose qui se pratique via le portail et c'est tout à fait possible. Voilà. Du côté de la Commission européenne, et j'arrive à la fin de ma présentation, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, la Commission européenne peut valider ou demander des compléments d'information. Elle peut même donc rejeter, si elle demande des compléments d'information, elle se doit de rejeter ce rapport financier et va exiger des explications complémentaires et des informations complémentaires. Donc ça donnera lieu à une suspension du paiement. Et dans ce cas, le coordinateur, au nom du consortium, toujours devra répondre à ces questionnements de la commission, qui peuvent porter sur la partie financière, mais aussi sur la partie technique, hein, d'ailleurs, sur les deux parties. Voilà. Et les réponses sont à soumettre via le portail européen, et tout ça, généralement, est géré par le coordinateur. Voilà, vous avez ici une ressource utile qui vous permettra d'aller plus en détail sur la manière de compléter votre déclaration financière. Ça vous renvoie sur une page du site de l'outil de la Commission européenne, outil IT How To, qui vous donne les explications avec aussi un certain nombre de copies d'écran qui pourront vous être utiles. J'en ai fini pour ma partie. Merci Cécile, merci infiniment d'avoir passé les diapos. Et nous avons une session de questions-réponses. Donc, nous vous invitons à vous connecter sur Slido. Et nous sommes tout oui pour répondre à vos interrogations. Fanny, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu penses avoir activé ton micro. Pardon, oui, effectivement, désolée. Non, je disais juste merci à Cécile et à Lucie pour les présentations. Du coup, effectivement, on va faire une première session de questions-réponses qui porte préférablement sur ce que vous venez de voir. Donc, je vois que ma collègue, merci, Ingrid, tu partages l'écran. Donc, on va aller voir donc ces petites questions. J'ai vu que vous aviez commencé à nous poser. Du coup, ah oui, je vois, d'accord. Alors, on découvre une nouvelle fonctionnalité de... Je m'excuse, il y a eu un léger lag technique.
Non, non, t'inquiète pas, pas de problème. Moi aussi, j'étais surprise parce que je disais, il y a une petite nouveauté maintenant sur les questions. Il faut qu'on les approuve pour qu'elles passent, je pense, sur la partie que vous voyez ici. Mais on en apprend tous les jours. Les outils évoluent. Du coup, la première question, est-ce que le Project Summary, donc ça, c'est une question plutôt qui concerne en tout cas la partie de Cécile, peut ou doit être mise à jour tout au long du projet pour arriver à un résumé définitif à la fin du projet? Je dirais oui. Je dirais oui et à minima, à chaque, reporting période puisque c'est le project summary qui va nourrir, qui va être publié, et voilà, je pense que oui, c'est à mettre à jour en continu. Merci Cécile. Alors, pardon, du coup, je valide, voilà. Donc, normalement, vous voyez une autre question qui apparaît. Désolée, j'essaye de comprendre le nouveau fonctionnement que je découvre que je n'avais pas vu avant. Donc, la prochaine question est: quelle est la démarche lorsqu'un chercheur quitte le projet? Alors ça, c'est une question plus générale. Peut-être que on peut la garder pour un peu plus tard, lorsqu'on aura abordé les différents aspects. Qu'est-ce que vous en pensez, les collègues? Mais on la garde au fond. Je pense qu'elle est en lien avec la table des chercheurs, Ah et d'accord, oui. certainement la mise à jour de la table des chercheurs. Euh, un chercheur peut arrêter de travailler sur le projet. En tant que tel, ce n'est pas une difficulté. Pour autant, il y a travaillé. Euh, et la commission ne souhaite pas qu'il soit supprimé des tables. Euh, donc sur la table, on peut mettre quelque chose qui est peut-être pas satisfaisant si c'est un chercheur permanent, mais on peut mettre la durée du contrat. Donc la durée du contrat peut être comprise comme l'intervention sur le projet. Donc, on peut déclarer sur la table des chercheurs la durée du contrat, c'est-à-dire le temps qu'il a passé sur le projet. Mais on n'est pas censé supprimer un chercheur de la table des chercheurs. La commission vraiment ne le souhaite pas. À un moment, il disait qu'il fallait demander l'autorisation au project officer. Ça fait plus partie des règles qu'ils affichent de manière aussi ferme. Mais pour moi, c'est un moyen de marquer sa contribution au projet et acter le fait qu'il n'est plus sur le projet. Merci Cécile. Du coup, alors pardon, parce que vraiment là, du coup, c'est du direct. On découvre en fait qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur Slido pour vous expliquer, qui fait que maintenant, préalablement à leur affichage et donc au fait que vous puissiez éventuellement voter pour les questions, ce qui est quand même assez utile pour mettre en exergue les questions qui vous intéressent a priori le plus. Voilà, donc du coup, c'est pas possible. C'était pas possible, donc voilà, on n'a pas du tout été informé de ce changement. Donc c'est pour ça que les questions, elles arrivent seulement là au fur et à mesure qu'en fait on les valide. Voilà, donc petite nouveauté, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et puis voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi c'est un petit peu différent d'habitude et pourquoi, pour ceux qui avaient essayé, vous n'avez pas pu voter. On ne t'entend plus. Fanny? Fanny. Oui, pardon, j'ai juste eu un petit souci, désolée. Pardon, il y a énormément il y a du bruit chez moi, il y a des travaux. J'espère que on l'entend pas en tout cas parce que c'est un peu assourdissant. Pardon, Moi, j'entends désolée. rien. Ah, Moi, tant c'est mieux bon, alors. j'entends rien. Tant mieux, il y a eu un gros boom. Pardon. Me revoilà. Du coup, alors, pardon, la prochaine question. Hop, parce que du coup, est-ce qu'on voit quelle question? Alors, j'essaie de mettre les questions exergues. Voilà, mais j'ai l'impression que ça fait partir une question qu'on n'avait pas répondu. N'est-ce pas? Que je vais essayer de remettre ici. Voilà, elle est revenue, d'accord. Donc, la prochaine question, excusez-moi.
à quel moment interviennent les KPI dans le continuous reporting, dans la table des résultats? Donc, je pense que c'est toujours pour toi, Cécile, si tu es inspirée par cette question. Alors, est-ce que je suis inspirée? Alors, dans la table des résultats, il est demandé, si mes souvenirs sont bons, de qualifier le résultat, donc avec la grande diversité qui a été présentée. Est-ce que c'est là? Attends, je regarde, juste je vérifie parce que c'est quelque chose que je ne sais pas, à vrai dire. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments aussi dans la partie narrative de la partie technique sur les KPI? On a la possibilité de dire s'ils sont atteints, quel est le progrès, les avancées par rapport aux KPI qui avaient été définis dans la proposition. Ouais, moi, effectivement, j'aurais tendance à dire que c'est là, ouais. mais c'est vrai que j'aurais plus tendance aussi à relier les KPI, comme tu dis, Lucie, à la partie plutôt technique. Et donc, plus narrative. vraisemblablement, oui, voilà. Mais écoutez, en tout cas, c'est une bonne question qu'on peut de toute façon se noter peut-être pour plus tard et revenir à une autre occasion avec une réponse. Et bah, écoutez, on va la garder, puis on va la garder sous le on peut revenir dessus. Cette question, effectivement. Alors, on passe du coup. Juste en complément, donc dans la table des résultats, donc par type de résultat, il est demandé d'identifier les résultats clés. Et c'est tout, en fait. Est-ce que tel ou tel résultat est un résultat clé avec haut potentiel scientifique, haut potentiel sociétal, et voilà, mais c'est probablement plus effectivement dans la partie narrative que ça doit figurer. Merci, Cécile. C'est vrai que c'est quelque chose encore un peu nouveau, la table des résultats. Donc, il faut qu'on soit plus familiarisé avec cet aspect-là. Alors, la prochaine question, du coup, que j'avais par erreur switché, c'est la différence entre la communication et la notion de dissémination. Citizens apparaît comme une option target audience dans les deux volets. Si vous voulez, je commence et puis vous compléterez. La communication, c'est pour moi normal que finalement les citoyens apparaissent comme public cible ou comment dire, oui, cible de vos actions et de communication et de dissémination. Parce que l'idée, c'est toujours de promouvoir vers un public le plus large possible, quel qu'il soit. Donc, que ça soit promouvoir le projet, et c'est plutôt ce qu'on appelle la communication, la promotion du projet. Et la dissémination porte davantage sur les résultats du projet que vous allez rendre public par quelque moyen que ce soit, les publications scientifiques, certes, mais pas uniquement. Aussi tout un tas d'autres choses, comme des conférences grand public, ou voilà, tout ça, c'est de la dissémination, lorsqu'il s'agit non pas de promouvoir le projet en tant que tel, mais plutôt ses résultats. Je ne sais pas si les collègues, vous souhaitez compléter là-dessus. Écoute, ce que tu dis me paraît clair en tous les cas, donc je ne saurais pas quoi ajouter sans rentrer dans énormément de plus de détails. La communication est une notion plus large que la diffusion. Voilà. Oui. Voilà pour cette question. La question suivante, elle porte là sur le certificat sur les états financiers, dit CFS. L'agent comptable d'un établissement public peut-il générer ce certificat? Alors,
du coup, ça a été évoqué. Alors, c'est vrai que c'est une question, mais je pense qu'on peut effectivement prendre le temps d'y répondre ici. C'est effectivement quelque chose qui, par dérogation, je dirais, mais qui effectivement est prévu dans les règles d'Horizon Europe, parce que normalement, c'est un cabinet externe qui doit intervenir pour vous proposer effectivement ces services et préparer c'est ce qu'on appelle aussi un audit de niveau 1. Mais dans les organisations publiques, lorsque l'agent comptable est suffisamment autonome et indépendant vis-à-vis de ce qu'on appelle les ordonnateurs, donc les personnes qui sont en charge de mettre en œuvre les dépenses, à ce moment-là, il est effectivement admis, autorisé, que ce soit lui-même qui puisse prendre en charge la préparation de ces certificats sur les états financiers. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les collègues. Non, je n'ai pas l'impression que vous réagissiez. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, c'est clair, ça permet de faire le point là-dessus. Juste un détail, il est arrivé que certains agents comptables refusent parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, hein. Je dirais pas qu'ils ont le droit, mais c'est à eux de vous le dire. En revanche, il n'est pas interdit pour un établissement en comptabilité publique de recourir à un cabinet externe, hein. Je sais pas, on est d'accord? Évidemment. Si l'agent comptable est débordé et dit, «Vous avez 500 projets par an à faire certifier, 500 CFS par an, je peux pas tenir», vous montez un marché, et vous recourez à un cabinet extérieur. Et le coût est éligible. Et le coût, tout à fait. Effectivement, petit détail d'importance, le coût peut être budgété puisqu'il est éligible et du coup, vous pouvez demander remboursement. Merci à toutes les deux pour ces compléments de réponse. Alors, je ne me souviens pas avoir validé cette question. En même temps, il y avait tellement de questions, je pense qu'on veut les faire apparaître pour ne pas en perdre. Parce que là, on est pour moi un petit peu hors sujet. Mais en cas de modification du rapport périodique, faut-il mettre le montant total modifié ou juste le montant de différence? Alors, parce que je crois comprendre qu'on est dans l'hypothèse dans laquelle il y a eu des demandes de correction de la part de la commission. Il faut mettre le montant qui est modifié. La différence, en positif ou en négatif, aurait un impact, à mon avis, qui ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que le le project officer va rejeter le rapport périodique et s'il y a des modifications, vous modifiez le rapport périodique, mais vous intégrez bien tous les chiffres à en prenant en compte la modification. Une différence, ça serait, pour moi, une différence en positif ou en négatif, on serait plutôt dans l'hypothèse d'un ajustement et là, on ne parle pas de la même chose. Merci Cécile, je pense que c'est assez clair, tu as bien cerné. Effectivement, là, les ajustements, on ne va pas vous en parler effectivement de suite. Autre question, pourriez-vous renvoyer le lien pour la définition de la Commission européenne du chercheur? Alors là, je Oui. pense qu'on fait état de ce que tu évoquais, Cécile, dans la table des chercheurs, n'est-ce pas? C'est le manuel de Frascati, je viens de le mettre dans le chat brut de décoffrage. Merci. Si. Vous en trouvez la mention d'ailleurs dans ce que tu as présenté, Cécile, et puis aussi justement quand vous allez sur les différents templates, etc., ils en font référence et c'est vrai que vous le trouvez bien sur Internet. Autre question, du coup, la suivante, est-ce que les exigences diffèrent sur la partie B pour les projets ERC, donc les projets du Conseil européen de la recherche? Si oui, quels sont les points de vigilance? Alors, du coup, c'est vrai qu'on... Je peux, si tu veux. Vas-y, Annie. je t'en prie. Alors, il y a toujours eu des différences dans le reporting des projets ERC par rapport aux projets collaboratifs.
C'est vrai qu'on ne l'a pas on l'a pas précisé en introduction, mais les projets ERC ont une approche qui est assez différente, déjà parce que majoritairement ils sont monobénéficiaires. Et la partie B, les rapports périodiques sont différents. Cela étant, les projets ERC sont ceux qui sont probablement le moins impactés par les modifications Horizon Europe dans leur mise en œuvre. À ce jour, je ne sais pas s'il y a eu des projets ERC Horizon Europe en reporting. Parce que les reportings sont passés à 30 mois. Donc, je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant. Les premiers projets Horizon Europe ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça, et à ce jour, il y a uniquement deux reportings périodiques pour les projets ERC à 30 mois et à la fin du projet. Donc, la partie B sera probablement différente, mais aujourd'hui, on manque de visibilité pour savoir s'il y aura des modifications Horizon Europe sur le Periodic Report. Merci Cécile. Effectivement, comme nous, on peut manquer d'informations encore sur, par exemple, les audits, comme je l'évoquais tout à l'heure. Nos collègues aussi du PCNERC, je vous invite, je suis sûre qu'en temps voulu, quand elles auront des informations de la part de la Commission sur ces sujets-là, elles en feront une communication, un webinaire ou autre pour préciser ces aspects. Du coup, la prochaine question porte sur les modèles de plans de communication, de dissémination, d'exploitation et les plans de gestion des données qui sont à fournir, ce qu'on appelle aussi les DMP. Nous demandent voilà, si on a des modèles. Alors, c'est vrai que merci de poser la question parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Au sein du PSN, on n'a pas vocation à vous fournir des modèles que la Commission européenne ne fournit pas, mais sur un certain nombre de ces sujets, il se trouve que la Commission européenne, elle vous donne des modèles. Alors, sur le plan, je vous le dis dans le désordre, et mes collègues n'hésitez pas à compléter. Par exemple, sur le DMP, il existe effectivement un modèle, puisque dans H2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait des projets H2020, c'était un pilote. Et grâce à ces pilotes et cette expérience, la Commission a mis en place effectivement une trame que vous pouvez utiliser et que vous retrouvez. Nous, on l'a notamment, on en a mis le lien dans notre boîte à outils. Voilà, donc ça c'est pour le plan de gestion des données ou le DMP pour l'acronyme anglais. Pour les modèles de plan de communication, dissémination et d'exploitation, il n'y a pas un modèle proposé par la Commission européenne. Ça, c'est à vous de le mettre en œuvre et de le proposer d'abord dans vos propositions, puis ensuite par des livrables en fonction de ce que vous avez prévu dans le projet. Voilà, mais après, il y a parfois des choses qui peuvent être proposées je pense notamment souvent en termes de modèles, quand on nous pose des questions de modèles, je sais qu'en tout cas, concernant tout ce qui est propriété intellectuelle, vous savez, le European IPR Helpdesk est un très bon fournisseur de webinaires et de modèles en tout genre. Et je me demande si, par exemple, pour l'exploitation, en tout cas, voilà, ils vous font des webinaires très fournis et sur certaines de choses, ils fournissent aussi de jolis modèles sur lesquels on vous renvoie également. Si quelqu'un pensait à quelque chose, n'hésitez pas à compléter. J'ai juste mis le lien de la boîte à outils des PCN Joanne qui est financée dans le chat. Voilà, comme ça vous avez le lien direct si vous voulez le consulter de suite ou plus tard. Merci. Du coup, la prochaine question. Alors je vois, j'ai pas regardé, mais on va bientôt peut-être arrêter cette session de questions et puis on poursuivra les présentations et reprendra les questions à la fin du webinaire. On a prévu une autre session pour information également. Donc, le continuous reporting est le plus conséquent, plus de volets, avec plus de détails que pour H2020. Effectivement. Savons-nous à quel point
c'est incitatif versus obligatoire. Alors, comme c'est ta partie, je te laisse tout de suite toujours réagir, Cécile, là-dessus. Mais il semble Alors, bien que oui. pour moi, c'est obligatoire. Alors, oui, il est plus conséquent. Il y a plus de détails, c'est vrai, notamment tous les sujets transversaux, tous les sujets qui sont en lien aussi avec l'open science, mais parce que c'est une priorité aussi pour la commission. Et tout ça nous fait dire que c'est beaucoup plus obligatoire qu'incitatif. C'est-à-dire que onglet par onglet, vous devez déclarer s'il y a des choses qui ont été faites et si le projet, s'il n'y a pas de publication, s'il n'y a pas de brevet, vous devez le dire aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment traiter les sujets. C'est important parce que le financeur derrière va regarder tous les éléments parce que cela procède aussi de la mise en œuvre du projet. Donc pour moi, on est plus sur une obligation que sur une incitation. Je rappelle personnellement que les bénéficiaires signent le contrat de subvention et il y a un article 21.1 qui s'appelle Continuous Reporting. Donc c'est aussi une obligation entre guillemets contractuelle. C'est à vérifier, hein, je ne dis pas qu'il y écrit must, mais si must continuously report. C'est une Oui. obligation. Merci pour ces réponses. Du coup, je vous propose qu'on continue nos présentations et puis on viendra répondre à d'autres questions après, donc dans une seconde vague de questions-réponses un peu plus tard. Donc, cela étant dit, maintenant, nous allons attaquer sur les paiements intermédiaires et sur le mécanisme d'assurance mutuelle. Et c'est notre collègue Irénée Créta qui va nous en dire plus à ce sujet. Je te laisse la parole, Irénée. Merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Ingrid, à tout continuer qui a partagé l'écran, ça me va très bien. Et alors oui, on va maintenant parler de paiement intermédiaire et final. On commence avec des principes généraux, les principes généraux qui sont mentionnés dans la Convention des subventions. Spécifiquement, c'est l'article 21 et 22 de la Convention des subventions qui prévoit les règles et donc les principes généraux aussi sur les versements de la subvention. Premier principe, les versements de la subvention s'effectuent en plusieurs étapes. Les étapes sont 3. Au début du projet, il y a le versement du préfinancement. Pendant la mise en œuvre du projet, on a des paiements intermédiaires suite à la soumission des rapports intermédiaires et à la fin du projet, suite à la soumission du rapport final. Et on va voir ça tout de suite. Deuxième principe général, c'est que pour les projets en cours réel, il y a une obligation de la part, une obligation pour tous les partenaires et donc bien sûr aussi les coordinateurs, de justifier leurs propres coûts. Ça veut dire que chaque partenaire, comme Lucie le disait tout à l'heure, doit déclarer ses coûts à l'intérieur du rapport financier, parce que sinon, s'il ne déclare pas les coûts, il ne pourra pas recevoir le financement. Troisième principe, les paiements sont toujours versés par l'autorité d'octroi au coordinateur. Et on a après le quatrième principe qui prévoit que c'est les coordinateurs qui après doivent redistribuer la subvention à l'intérieur du consortium, dans les consortiums entre les partenaires, sur la base, oui bien sûr, de la convention des subventions, mais aussi sur la base des principes qui sont fixés à l'intérieur de l'accord de consortium. Parce qu'on peut, à l'intérieur de l'accord de consortium aussi, aller un peu plus loin et détailler les règles pour la distribution interne du financement dans le consortium. Et maintenant, on passe donc à la slide suivante pour aller regarder une chronologie, en fait. Est-ce que, Ingrid, on peut passer à la slide suivante? OK, merci beaucoup. Et donc, la chronologie, ça c'est le déroulé d'un projet.
avec les focus sur les paiements, sur les versements de la subvention. Et comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs étapes. Spécifiquement, donc, il s'agit des 3 étapes. Au moment 0, qui est le moment de la signature de la convention de subvention, on a les versements du préfinancement. Après, on a la mise en œuvre du projet. Et pendant cette période-là, on peut avoir un ou plusieurs périodes de reporting. Et à la fin de chaque période de reporting, comme je disais tout à l'heure, on a des paiements intermédiaires. Et à la fin du projet, on a le reporting final et finalement aussi les paiements finaux. Maintenant, on va voir étape par étape qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire spécifiquement. On commence avec les préfinancements. Donc là, c'est la première étape dans l'intérieur de la timeline. Et quel est l'objectif du préfinancement? Donc, évidemment, la Commission verse les préfinancements pour fournir aux bénéficiaires les ressources nécessaires pour démarrer les projets. Et donc, ça sert effectivement pour donner de la liquidité pour pouvoir entamer les activités et développer un peu le projet. Et les montants et les modalités du versement du préfinancement sont fixés à l'intérieur de la convention de subvention, spécifiquement dans les chapitres introductifs qui s'appellent Data Sheet. Donc, c'est là que vous trouverez le montant et les modalités de versement du préfinancement. Les montants, en tout cas, est déterminé sur la base d'une formule spécifique. La formule prévoit que les préfinancements s'élèvent au 160% du financement moyen prévu par chaque période de rapport. Et comment on détermine les financements moyens pour chaque période de rapport? Donc, il faut diviser la contribution maximale par les nombres des périodes de rapport. Comme ça, nous avons la contribution moyenne et on peut donc calculer les 160% pour déterminer les montants de préfinancement. Les timings, les modalités de versement, on a 2 options. Et c'est à l'intérieur, comme je disais, de datasheet on trouve l'option choisie pour notre projet. Il est versé ou 30 jours après l'entrée en vigueur de la convention de subvention ou 10 jours avant la date du début du projet, ou l'une ou l'autre. Et c'est le coordinateur, comme d'habitude, qui reçoit les préfinancements et il va les redistribuer aux bénéficiaires sans délai injustifié et selon les règles qui sont prévues dans l'accord de consortium. Et il faut aussi savoir qu'au moment du versement du préfinancement, l'autorité d'octroi va retenir un montant qui s'élève entre les 5 et les 8% qui va être transféré au mécanisme d'assurance mutuelle. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, les mécanismes d'assurance mutuelle, c'est qu'on appelle en anglais, et donc dans les Grant Agreements, on appelle ça Mutual Insurance Mechanism, ou MIM, c'est l'acronyme. C'est en fait un mécanisme que la Commission utilise pour couvrir les risques de non-recouvrement d'une dette de la part d'un participant vers le budget de l'Union. Donc, s'il y a un participant, un coordinateur ou bénéficiaire qui doit rembourser la commission et il ne le fait pas, c'est le mécanisme d'assurance mutuelle qui intervient pour couvrir cette dette. Les fonctionnements, donc je viens de le dire, c'est la commission retient de 5 ou 8% du montant de la contribution maximale. À la fin, c'est les mêmes fonctionnements qu'on avait dans H2020. Dans H2020, il s'appelait fonds de garantie. Je pense que qui connaissait H2020 on a déjà entendu parler de ça. Donc, c'est les mêmes fonctionnements. Et après la fin du projet, on peut avoir 2 situations potentielles. La première situation est la meilleure, c'est la situation dans laquelle le bilan est positif, ça veut dire que où il n'y a pas eu des dettes, où la dette a été remboursée par les participants. Et donc, s'il y a un bilan positif, ça veut dire que la commission, l'autorité d'octroi, doit verser de l'argent au consortium. Donc, dans ces cas-là, la commission va rembourser, va aussi verser les MIM parce que ça n'est pas utilisé à l'intérieur du projet, parce qu'il n'y a pas de dette à recouvrir.
L'autre situation qui est moins positive, en fait, c'est la situation dans laquelle il y a eu un ordre de recouvrement de l'autorité d'octroi qui est resté impayé à la date d'échéance. Donc, dans ces cas-là, l'EMIM intervient et pour couvrir ces dettes, et ça veut dire que, que les consortiums, à la fin du projet, ne va pas recevoir l'intégralité de la contribution s'ils ont atteint la seuil, mais ils vont recevoir la contribution moins la partie qui a été utilisée et comme à l'intérieur du MIM pour recouvrir la dette du participant qui ne l'a pas remboursé. On passe à la slide suivante, donc pour continuer avec les autres paiements, les deux derniers paiements. Donc, on a les paiements intermédiaires, qui est la phase au milieu d'un projet. C'est la phase dans laquelle, comme je disais, on peut avoir un ou plusieurs périodes de rapports. C'est Lucie qui a expliqué ça tout à l'heure. Et donc, les fonctionnements on peut avancer, oui, merci. Donc, les fonctionnements, c'est très simple dans ces cas parce que les paiements intermédiaires sont versés pour rembourser les coûts éligibles que chaque participant a encourus pendant la mise en œuvre du projet, et spécifiquement à l'intérieur de la période de rapport. Pour faire ça, il faut d'abord soumettre les rapports techniques et financiers. Spécifiquement, donc, c'est les rapports financiers qui est analysé par la commission pour évaluer effectivement les coûts qui ont été déclarés, s'ils sont éligibles ou pas, et déterminer les montants à verser en tant que paiement intermédiaire. Donc, on a, comme on disait tout à l'heure, 60 jours de temps à partir de la fin de la période de rapport pour soumettre les rapports, et chaque partie doit déclarer les coûts éligibles. Et successivement, la commission a 90 jours de temps à partir de l'envoi de la date d'envoi des rapports pour analyser les rapports et les approuver ou ne les approuver pas. Il y a donc cette approbation qui est nécessaire pour effectuer les paiements intermédiaires. Approbation du rapport périodique ne signifie pas que, excusez-moi, là on peut retourner à la slide d'avant. Non, les paiements intermédiaires. OK, oui, merci. Donc, ne signifie pas que les coûts ont été reconnus comme conformes, authentiques et exhaustifs. Parce qu'on a aussi la possibilité à la fin du projet d'avoir un audit qui va de manière plus spécifique rentrer dans les détails des coûts pour vérifier s'ils sont éligibles ou pas. Donc, à ce moment-là, il y a juste une analyse sommaire par rapport à la cohérence entre les rapports techniques et les rapports financiers. Et une fois que donc le paiement est effectué vers les coordinateurs, et les coordinateurs doivent redistribuer aux bénéficiaires sans délai injustifié la contribution. Et dernière chose par rapport aux paiements intermédiaires, il faut se souvenir que les paiements intermédiaires sont plafonnés aux 90% de la contribution maximale. Ça veut dire que la commission va retenir minimum les 10% de la contribution totale pour les rapports finaux du projet. Et dernière slide, on arrive donc à la fin du projet, au paiement final. Et c'est le moment donc du paiement du solde. Et à la fin du projet, et la commission, même chose que pour les rapports intermédiaires, va effectivement payer les soldes, ça veut dire la contribution qui correspond au coût encouru éligible pendant donc la partie finale du projet. Et comme pour les paiements intermédiaires, dans ces cas-là aussi, on a la nécessité d'abord de soumettre les rapports techniques et les rapports financiers, et les paiements est soumis à l'approbation du rapport final. Même chose que pour les rapports intermédiaires. Même timing aussi, parce qu'on a 60 jours pour la soumission des rapports, et après la commission a 90 jours de temps pour analyser les rapports et effectuer les paiements. Les paiements sont effectués, comme je disais, vers les coordinateurs toujours. Et les soldes, les paiements finaux est calculé
en déduisant donc du montant total du préfinancement et des paiements intermédiaires qui ont été déjà effectués, on va les déduire du montant final de la subvention. Et comme ça, on va déterminer quel est le solde, quel est les montants du paiement final. Et dernière petite chose par rapport au paiement final, on a aussi à ce moment-là les contrôles sur la règle du no-profit. Ça veut dire que la commission va vérifier s'il y a eu des revenus pour des bénéficiaires qui sont des entités à but lucratif. Donc, dans ces cas-là, s'il y a eu des revenus, si ce type d'entités-là ont eu un revenu, alors la commission, on va vérifier si ces revenus-là a généré un profit. Si elle a généré un profit, alors ce profit sera déduit de la contribution finale. Et donc, ces passages-là, c'est pour ça qu'on doit déclarer les revenus, comme Lucie l'a montré tout à l'heure, parce que ça sert pour vérifier s'il y a eu ou pas un profit, que pour Horizon Europe, la règle a changé. Ça concerne exclusivement les entités qui n'ont pas un but lucratif. Donc, je vais terminer et je passe la parole à ma collègue Ingrid pour la dernière partie sur les avenants. Merci beaucoup. Bon, désolée pour les petits incidents d'animation. J'ai pas le réseau et Teams me font défaut aujourd'hui. Donc, la dernière partie, oui, c'est la dernière, courage, porte donc sur la procédure d'avenant. Rapidement, hein. Qu'est-ce qu'un avenant? Ce que la commission appelle un amendment. C'est un acte juridique constatant là où les modifications apportées à un contrat antérieur. Donc en gros, il s'agit de modifier le contrat que vous avez déjà signé il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, et qui est toujours en vigueur, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit terminé, en supprimant, insérant des dispositions, des articles ou des annexes, au contrat ou en modifiant le contenu de ces articles ou annexes. Donc on peut modifier juste une virgule comme on peut modifier l'intégralité d'un article ou d'une annexe. Qui peut demander un avenant? Au moins une des parties au contrat. Voire les 2, enfin bref, d'un commun accord, mais au moins une peut solliciter l'autre et si vous êtes 2, il faut que les 2 acceptent. L'effet d'un avenant de façon générale, hein, là il ne s'agit pas juste c'est un avenant d'un point de vue juridique, général. L'effet d'un avenant, c'est que les dispositions non modifiées restent en vigueur et que les modifications apportées au contrat initial entrent en vigueur, à partir du moment où l'avenant lui-même entre en vigueur. Une fois en vigueur, l'avenant fait partie intégrante du contrat, ainsi modifié, et on parle alors de contrat modifié. Voilà. Donc vous avez du coup 2 versions de contrat, celle qui était initiale avant l'avenant et celle qui a été modifiée après l'avenant. Donc l'avenant au contrat de subvention de l'Union lui-même, c'est, il faut déjà que votre contrat de subvention, il soit en vigueur et donc qu'il ait déjà été signé et qu'il soit rentré en vigueur. L'avenant normalement, peut être demandé par toute partie, donc soit l'autorité d'octroi, soit un bénéficiaire, pendant la durée de l'action du projet, pas après ou rarement. Il y a des cas particuliers qui sont identifiés spécialement dans les annotations, au contrat de subvention, mais là, je ne suis pas rentrée dans les particularités. Il est formalisé par écrit, comme le contrat initial qui est aussi par écrit, même s'il est dématérialisé. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il entre en vigueur à la date convenue entre les parties, c'est-à-dire à compter de sa date de signature par l'autorité d'octroi et le coordinateur. Sauf, date d'entrée en vigueur différentes, discutées et négociées entre, les parties. Il ne peut pas avoir pour effet de remettre en question la décision d'octroi de la subvention. Ce serait une rupture d'égalité de traitement entre les demandeurs de subvention. Donc en gros, ça ne peut pas avoir pour objectif de modifier substantiellement le contenu du projet, les objectifs du projet, et cetera, ce sur quoi vous avez été noté. Ça ne peut pas avoir pour effet non plus de modifier les causes impératives du modèle de contrat de subvention. Je rappelle que le modèle de contrat de subvention aujourd'hui est ce qu'on appelle un modèle corporate, donc qui est utilisé pour tous les contrats, pour tous les programmes de l'Union et certaines clauses sont inamovibles. En général, vous ne pouvez modifier que ce qui concerne réellement votre projet, sa date d'entrée, sa date de départ, sa date de fin, la durée des périodes de rapport, ce genre de choses. On va y arriver après. Seules sont modifiables, en fait, les mentions à insérer à la place de celles qui figurent de cette façon dans le MGA. Vous voyez, entre crochets, grisé, insert,
name, insert number of the project, insert acronym, ce genre de choses. Pourquoi demander un avenant? Quand certaines mentions de votre contrat de subvention ne correspondent plus à la réalité de votre projet. Les plus fréquentes, c'est vous avez modifié votre consortium. En gros, vous avez un bénéficiaire qui est sorti, un autre qui est rentré, voire plusieurs. Vous avez des entités affiliées qui sont parties ou qui rentrent, que vous avez oublié de mettre dans la proposition, ça arrive, ou de partenaires associés, des entités menant des tâches de l'action. Là, il s'agit essentiellement de la composition du consortium en ce qui concerne des participants qui mènent des tâches du projet, donc qui impactent l'annexe 1, voire l'annexe 2 quand ils ont leur coût éligible, hein, ce qui est le cas des entités affiliées. En cas de changement de coordinateur, là, vous êtes obligé de demander un avenant parce que les coordonnées bancaires du coordinateur aussi figurent dans le contrat de subvention. Donc, pour changer le RIB du coordinateur, même si vous ne changez pas de coordinateur, il faut aussi un avenant. Modification de la date de début, de fin de votre projet, de sa durée, de celle des périodes de reporting, hein, des périodes de rapport. Et oui, ça aussi, il faut demander un avenant. La modification de l'annexe 1, le descriptif de votre action, donc en gros la partie B de votre proposition, et ou de la partie de l'annexe 2 qui consiste en le budget de l'action. Alors quand on parle de modifier de l'annexe 2, c'est par exemple, vous avez oublié une catégorie de coûts, au hasard, sous contrat, subcontracting. Ça fait l'objet d'une ligne spécifique dans le budget. Si vous ne l'avez pas prévu dès le départ et que vous n'avez pas un montant dedans, pour le faire approuver, vaut mieux demander un avenant. Il y a d'autres procédures possibles, mais sur le subcontracting, faut être prudent. Autre modification importante qui nécessite un avenant, mais qui sont moins fréquentes, la suspension du contrat de subvention, hein, ou la résiliation totale ou partielle du contrat de subvention. C'est-à-dire la suspension, c'est on met le contrat sur pause, hein, non seulement le projet, mais tout ce qui va autour, hein, reporting, dissémination et tout. Donc en gros, imaginez, vous avez une nouvelle pandémie de Covid, on fait pause. Voilà. Ou résiliation totale ou partielle. Totale, c'est-à-dire tout le monde se met d'accord pour arrêter le projet et on annule tout le contrat pour tous les bénéficiaires. Partielle, c'est si vous voulez le résilier que pour un ou deux bénéficiaires qui veulent se retirer du projet. Et dans le cas de l'ERC, j'ai choisi aussi de le mentionner puisque c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique et qui est très très particulier, c'est la portabilité du contrat de subvention. Dans le cas des bourses ERC, ceux qui l'ont pratiqué, la subvention suit le principal investigator, suit le lauréat, le chercheur qui obtient la subvention, quand bien même il est employé par sa host institution. Donc s'il change typiquement d'employeur, la bourse vient avec lui et du coup, c'est le seul cas où le contrat de subvention est transféré d'un bénéficiaire à un autre quasiment automatiquement. Ah oui, j'ai oublié de préciser, un avenant peut adresser plusieurs modifications à la fois. Vous pouvez, entre guillemets, faire un regroupement familial de modifs, et demander un seul avenant. Ça dépend si c'est compatible d'un point de vue timing. Comment demander un avenant? Ça se passe aussi par le portail européen. Tout se passe par voie dématérialisée via le coordinateur, en particulier le Primary Coordinator Contact. Il n'y a que lui qui peut faire la demande d'avenant. Au préalable, c'est bien de contacter l'autorité d'octroi, votre project officer, pour prévenir et discuter des modifications via la messagerie, pour la bonne et simple raison que, une fois que vous lancez la demande d'avenant, il y a un temps limité pour pouvoir la finir. Elle doit se terminer dans les 45 jours de la réception de l'avenant. Donc, de mémoire, c'est 45 ou 30, on verra ça tout à l'heure. Donc ce qui est bien, c'est quand même d'aller voir votre project officer et lui demander, voilà, on envisage de faire un avenant. 1, est-ce que c'est nécessaire? 2, comment ça marche? Qu'est-ce que vous voulez voir? Etc. En discuter avec lui, c'est la négociation, c'est les pré-discussions avant demande officielle. Ensuite, vous préparez en parallèle ou juste après votre demande d'avenant, ce qu'on appelle l'amendment request, qui doit être sans équivoque et contenir une lettre de demande d'avenant, donc a request letter, qui doit indiquer les motifs et les raisons de la demande d'avenant. Vous devez joindre un projet d'avenant. Donc en gros, vous faites un contrat, un acte juridique qui dit à tel endroit je veux modifier ça, à l'article 5 je modifie la durée du la durée du projet, à l'article bidule, on souhaite modifier telle chose dans l'annexe 1, vous envoyez l'annexe 1 telle que vous voulez la modifier, voilà.
Les pièces justificatives à joindre sont impératives aussi, en particulier la preuve de l'accord de tous les bénéficiaires ou plus, si vous avez plus que les bénéficiaires dans votre consortium. Typiquement, la preuve que vous en avez discuté entre vous et que tout le monde a validé le principe de demander un avenant et de ce qu'il est censé contenir. Et puis, les pièces qui vont avec, c'est-à-dire, typiquement, si vous demandez la modification de l'annexe 1, vous transmettez le projet d'annexe 1 modifié que vous voulez voir dans votre avenant. Vous transmettez la demande d'avenant via l'outil dédié du portail, ce qu'on appelle l'amendment tool. Une étape impérative, c'est la révision du projet d'avenant par l'autorité d'octroi. Ça, c'est systématique, quel que soit le demandeur de l'avenant ou comment ça se passe. C'est l'étape qui ne peut pas être évitée, c'est que l'autorité d'octroi va systématiquement relire ce que vous lui proposez et ce qui lui est proposé. Vous avez un délai maximum d'exécution de la procédure d'avenant. La signature doit intervenir dans les 45 jours de la réception du projet d'avenant final, du dernier projet. Processus d'avenant quand c'est demandé par le coordinateur. Donc vous avez en gros 6 étapes que vous voyez là par ordre chronologique. Lancement, préparation, blocage pour révision, c'est-à-dire block for review. Et à ce moment-là, tout est arrêté, enfin c'est en pause et commence l'étape impérative qui est la révision du projet et de la demande par l'autorité d'octroi. Si l'autorité d'octroi dit je suis pas d'accord, elle renvoie le projet, la demande d'avenant au coordinateur et lui dit qu'est-ce qu'il faut changer. Et le coordinateur revient à la phase de préparation et on recommence. Il modifie, il prend en compte les demandes, etc. Si c'est validé par l'autorité d'octroi, le coordinateur peut signer et soumettre l'avenant. Et là, vous avez le délai de 45 jours qui arrive, qui s'applique. La signature s'effectue d'abord par le coordinateur, par le PL sign du coordinateur et ensuite, en dernier, par l'autorité d'octroi. Je vous ai indiqué ici, grâce à la fin de la période de l'étape de révision par l'autorité d'octroi, c'est la date limite pour annuler la demande d'avenant. Si vous voulez l'annuler en disant: «Stop, finalement, on n'en a pas besoin», et la fin de la phase de signature correspond à la date limite pour retirer la demande, withdrawal. Voilà, ça ne veut pas dire que vous l'annulez, ça veut juste dire que vous la retirez, peut-être parce que vous avez oublié quelque chose et vous allez en refaire une autre après. Voilà. Cas où demander un avenant n'est pas nécessaire, pas forcément nécessaire. C'est pour les modifications qui ne sont pas substantielles, donc on considère comme non substantielles. Alors ça vous avance pas beaucoup, mais c'est une question de valeur, d'ordre de grandeur. Par exemple, si vous exercez la flexibilité budgétaire qui est prévue par l'article 5.5 de l'AMGA, là je vous ai mis spécifiquement le lien vers le modèle annoté où vous pouvez lire toutes les annotations relatives à la flexibilité budgétaire. Il s'agit de faire des transferts budgétaires entre les bénéficiaires ou participants, parce que vous avez aussi dans le budget, vous avez aussi le budget des entités affiliées, entre participants qui sont bénéficiaires ou entités affiliées et entre catégories de coûts pour un même bénéficiaire ou entre bénéficiaires. Et ça engendre pas de création ou de suppression de catégories de coûts. En gros, vous pouvez pas mettre à 0 la catégorie de coûts, subcontracting si vous avez prévu 300 000 €, mais vous pouvez, descendre à 150 000 si finalement vous voyez que la moitié du subcontracting peut être fait au sein du consortium. Exemple, bateau. Voilà. En revanche, si vous créez une catégorie de coûts, normalement, vous devriez demander un avenant parce que vous modifiez clairement le format de votre budget. Ce qui n'est pas substantiel, c'est les choses qui sont validées par l'autorité d'octroi par procédure d'approbation simplifiée. Simplified Approbation Procedure, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appellerais plutôt une approbation implicite, puisque, quand vous faites vos rapports périodiques, vous montrez les écarts. Dans le rapport technique, vous indiquez les écarts avec ce qui est prévu dans l'annexe 1, dans votre descriptif. Vous êtes dans les temps, vous n'êtes pas dans les temps, vous arrivez à faire ce que vous avez écrit techniquement ou pas. Voilà.
et vous expliquez pourquoi vous n'y êtes pas arrivé. Et dans le rapport financier, vous calculez l'impact des écarts. Donc, vous avez aussi des écarts financiers. Et si, par exemple, vous avez un écart du type, finalement, la tâche 52 du Work Package 5000 a dû être faite par le bénéficiaire 3 au lieu du bénéficiaire 56, bah, vu que si les rapports sont approuvés, on considère que c'est une approbation de modification de vos annexes et ça pose pas de souci non plus. Dans les annotations, vous verrez qu'ils disent que dans certains cas, le subcontracting peut être autorisé par procédure d'approbation simplifiée. Je mets là un warning, hein, parce que selon la dimension du recours à la sous-traitance, ça veut dire que vous prenez en c'est pas que je conseillerais de faire vraiment un avenant écrit, évidemment, si vous créez la catégorie de coûts ou si vous augmentez significativement le budget qui est alloué à la catégorie de coûts, même si elle est déjà prévue. Parce que, le sous-contrat est quelque chose que la commission, regarde toujours de façon très attentive et la procédure d'approbation simplifiée, c'est implicite, mais c'est pas écrit explicitement d'un point de vue contractuel. Donc ça veut dire que vous prenez les risques qu'à la sortie, vous devez attendre que vos coûts soient acceptés, donc à l'issue non seulement du dépôt périodique, mais également en cours d'audit. Et les audits, ça peut intervenir jusqu'à 2 ans après la fin du projet. Donc, soyez prudents sur ce genre de procédure d'approbation simplifiée. Dès qu'elle entend un montant en valeur ou en volume significatif, je pense qu'il faut formaliser par avenant écrit. Évidemment, ce qui n'est pas nécessaire pour les choses pour lesquelles il n'est pas nécessaire de demander un avenant, c'est tout ce qui est modifié, les données que vous modifiez sur le registre des participants. Le registre des participants, c'est là où vous avez votre PIC et c'est le nom de votre entreprise, son adresse, si jamais vous vous faites racheter, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transfert universel de patrimoine. En gros, tout l'actif et le passif de votre entreprise est racheté par une autre. Vous êtes absorbé par un grand groupe. Vous devenez filiale d'un grand groupe. En général, si ça se fait par transfert universel de patrimoine, c'est juste, entre guillemets, une formalité, qui veut dire que vous changez de nom et d'adresse et ça pose pas de difficultés. Ça se fera automatiquement, vous n'aurez pas besoin de faire des avenants, au contrat de subvention. Modification des coordonnées bancaires, sauf s'il s'agit de celles du coordinateur. Attention, le fait que vous ne demandiez pas d'avenant, pour le contrat de subvention ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas besoin d'un avenant pour votre accord de consortium et inversement. Typiquement, la mise à jour du registre des participants n'entraîne enfin, si vous avez des modifications de dénomination sociale, d'adresse, ou même, transfert d'universel de patrimoine, ça peut nécessiter un avenant à votre accord de consortium parce que ce n'est pas le même contrat. Voilà. Donc c'est pas automatique, ce qui s'applique au contrat de subvention ne s'applique pas automatiquement à l'accord de consortium. Et comme je l'indique en bas, plusieurs modifications non substantielles successives peuvent, en cumul, devenir substantielles pour votre projet et nécessiter à la sortie un avenant de ce que j'appellerais de régularisation. Les ressources utiles, c'est la fin. Tenez bon. Je vous renvoie en particulier sur tout ce qui est business process et IT tools parce que je vous avoue que je fais partie des 40 % qui ont répondu qu'ils ne touchaient pas au portail. Je ne sais pas comment fonctionne le portail personnellement. En tout cas pas très bien. Il y a eu un webinaire de la commission qui s'appelle le jour des coordinateurs et qui s'était dédié au grant management, donc tout à fait dans la lignée d'une autre actuellement aujourd'hui, du 4 octobre 2022, où une personne de la commission a fait une présentation sur les avenants et les outils informatiques associés du portail. Je vous invite, si vous êtes, patient et curieux, et que vous n'êtes pas réfractaire aux annotations et aux contrats de subvention, à vous rechercher dans l'ANGA, donc le modèle annoté, le mot amendement et vous retrouverez toutes les, annotations et les dispositions de ce modèle de contrat
qui sont spécifiques aux avenants. Ça peut être c'est assez utile parce que ça vous liste, effectivement, ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut, ce que ça comporte comme périmètre. Vous avez le manuel en ligne du portail européen. Une partie 3 sur le grant management et les avenants. Là, il vous détaille en points 1, 2, 3 à 10 comment ça se passe. C'est très, très didactique. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait moi-même sur cette présentation. Je vous passe les ressources utiles habituelles. Les documents de référence sur les règles de participation, donc ça, c'est le cadre juridique applicable. Je vous signale que nous avons maintenant une version française du modèle de contrat de subvention. Si vous avez un agent comptable, il va être ravi, puisqu'ils sont obligés, de par la loi, à vérifier les paiements à faire en français, hein. Donc, si vous êtes coordinateur, il faut impérativement fournir ça à votre agent comptable. Le MGA Corporate, bon, ça fait un bout de temps. On attend toujours l'AMGA définitif, officiel, pas en version de travail, pour cette année, hein, croisons les doigts. Mais on a une version quasi intégralement annotée au 1er avril de cette année. Ce n'est pas une blague. Mais par exemple, l'article 21 sur le reporting ne figure pas parmi les articles annotés pour l'instant. Ça viendra dans la version définitive. Ressources utiles du portail européen. Donc, ce qu'on nous on appelle le portail européen, c'est le FTOP, c'est le Funding and Tender Opportunities Portal. C'est là où vous faites vos soumissions, vous trouvez vos calls, etc. On vous renvoie aussi vers le IT How To. C'est toutes les questions techniques sur le portail européen et qui est géré par l'IT Helpdesk. Et on vous donne le lien aussi vers leur formulaire de contact. À titre informatif, je voulais laisser, même si ce n'est pas l'objet du webinaire, c'est l'European IP Helpdesk sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Et webinaire de la commission à venir, c'est toujours sur le grant management, il y en a un le 8 juin. On vous invite à vous inscrire. Et celui à revoir, celui que j'évoquais précédemment et auquel je vous renvoyais pour la présentation sur les avenants, si vous voulez voir les IT tools, c'est celui du 4 octobre qui est à revoir. Notre portail, vous voyez, c'est là où tous les PCN mettent à votre disposition en ligne officiellement et en français toutes les infos qu'on peut glaner et retraiter sur le programme cadre, des fiches pratiques, des suivis statistiques, les calendriers des appels, etc. Nos pages dédiées, nous, PCN juridique et financier, notre actualité, nos événements sur les ressources juridiques et financières, c'est là où vous verrez les fiches pratiques, non seulement Horizon Europe, mais aussi Horizon 2020. Notre boîte à outils et foire aux questions, dont la FAQ Lump Sum, c'est pour ceux que ça intéresse. Montage, dépôt et évaluation des propositions. Donc ça vous aurez des articles sur des pages sur les différents instruments de financement, quelles entités peuvent participer à Horizon Europe, lesquelles sont financées, dans quel pays ça doit être établi. Voilà, la procédure d'octroi, de subvention, etc. Préparer le lancement d'un projet, comment on prépare et on signe le contrat de subvention, comment on gère la propriété intellectuelle, gérer votre projet, etc. Et on a aussi en bas un lien qui peut être très intéressant, c'est la liste de nos webinaires disponibles en replay. Donc, comme je vous disais, il y a nos fiches pratiques qui sont maintenant en ligne. Toutes les fiches pratiques Horizon Europe ne sont pas publiées. C'est un travail en cours, en particulier celle sur l'audit, ça ne va pas arriver tout de suite, puisqu'on attend toujours des infos de la commission sur le sujet. Et je vous invite à nous rejoindre à nouveau sur Slido, puisqu'on va ouvrir les dernières sessions de questions-réponses. Mais avant ça, je vous demande, pour le compte de l'équipe, si vous avez apprécié ce webinaire. C'est un peu la demande avant de vous laisser poser vos questions. Merci Ingrid et merci à ceux qui répondent. Effectivement, comme je vous l'avais dit, on va reprendre effectivement maintenant le fil des questions. C'était pour ne pas oublier de vous poser cette question. C'est toujours important pour nous d'avoir un feedback et du coup avec le maximum de personnes. C'est toujours mieux.
Voilà, bah merci. Je vous laisse encore quelques minutes pour répondre et puis on va switcher du coup en même temps qu'on vous parle sur les questions qu'on a du coup toutes validées comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord répondre aux questions des parties 3 et 4 que mes collègues viennent de présenter. Puis si on a le temps, on peut un petit peu déborder pour ceux qui peuvent rester parce que malheureusement, je suis désolée, il est déjà -5 avant la fin officielle du webinaire. Du coup, vous pourrez encore donner votre appréciation après coup, on laissera le sondage ouvert. Donc normalement, alors je ne vois plus le partage. Apparemment, il a sauté. Pardon. Ok, parce que tu partages, Ingrid. D'accord. Très bien. Alors du coup, je vais sélectionner les questions effectivement pour que nos collègues puissent y répondre sur leur partie correspondante. Et puis après, donc on va faire ça comme ça. Donc pardon, parce que du coup, j'avais ouvert mon écran pour vous le partager. Pardon, une seconde. Et je resélectionne la question que j'avais prévu de sélectionner pour ça. Alors, la première question, ça concerne en fait des lump sum. Donc, les conditions de versement de la subvention aux partenaires sont-elles les mêmes pour les projets lump sum, entre parenthèses 5 à 8% de retenue sur le préfinancement et versement à chaque période de rapport. Donc, je te laisse Oui, merci répondre, René. Irène, si tu veux bien. Et oui, alors les conditions sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est les rapports financiers. En fait, j'avais précisé que la déclaration des coûts, ça s'est fait uniquement pour les projets qui sont en coût réel. Mais sinon, le timing, la modalité de versement de la subvention est la même. Préfinancement avec rétention de 5 jusqu'au 8%, ça dépend pour les mimes. Après, on a les paiements intermédiaires à la fin de chaque période de rapport et finalement les rapports finaux et les paiements finaux. Merci René. Du coup, prochaine question. Donc, concernant les avenants, l'accord de tous les bénéficiaires comme justificatif, c'est une nouveauté Horizon Europe. Elle n'existait pas sous H2020. Qu'est-ce qu'il faut fournir? Des lettres signées par tous les bénéficiaires. Alors, je suis un peu étonnée par ça, mais je te laisse répondre, Ingrid, parce qu'il me semble, moi, que ça n'a pas changé.